Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo trailer reaction, réaction à la bande-annonce, où aujourd'hui on ne va pas parler de la bande-annonce de Jurassic World 3, puisqu'il y a une deuxième bande-annonce de Jurassic World 3 qui est sortie. La première bande-annonce, j'aimerais pouvoir dire que la première bande-annonce m'avait laissé de marbre, mais ce n'est pas le cas. La première bande-annonce m'avait énervé. Hein. La première bande-annonce de Jurassic World 3 commençait par le speech de John Hammond quand il dit « Je voulais créer quelque chose de réel, que les gens puissent voir et toucher. » Alors déjà, nutshot de nostalgie, hein, coup de genou dans les roubignoles de nostalgie, hein, parce qu'à ce niveau-là, jouer sur la nostalgie à ce point-là, ça devient indécent. Hein, on est niveau Ghostbusters ou Matrix 4, là. Mais en plus de vous mettre un nutshot de nostalgie pour bien attirer le chaland, ils vous disent ça, hein, je veux créer quelque chose que les gens puissent voir et toucher. Ce discours est fait par-dessus une image d'un apatosaure en CGI, en image de synthèse, tellement fake que ça en devient indécent. Et ça, mon esprit de fan de Jurassic Park a pris un uppercut dans la tronche, mais alors d'une force. Donc oui, j'aurais aimé que le premier trailer de Jurassic World Dominion me laisse de marbre juste, ou voire même me hype, mais ça n'a pas été le cas. Non, les 4 premières secondes du trailer m'ont rendu fou de rage, donc, et m'ont probablement décidé à ne même pas aller le voir. Vous imaginez quand même on est parti de Jurassic Park, et maintenant on a Jurassic World, et dans Jurassic World, les dinosaures, ils ont l'air moins réalistes encore que dans Jurassic Park. Pas réalistes dans le sens scientifiquement réaliste, je veux dire, ils sont moches. Les effets spéciaux de Jurassic World sont moches. Va falloir faire la paix avec cette idée, les gars. Hein. Tous les gens qui disent que Jurassic World, qui essayent encore de défendre la saga Jurassic World en disant que c'est beau, mais allez voir District 9, un film qui a été fait il y a 10 ans en Afrique du Sud, et qui est mieux fait que Jurassic World. Les effets spéciaux de District 9 sont largement meilleurs que ceux de Jurassic World. Hein. Allez voir Chappie, un autre film sud-africain qui est aussi mieux fait que Jurassic World. Chappie, c'est avec un robot, et il y a des moments où le robot est en effets spéciaux, en CGI, en effets spéciaux numériques, où tu te demandes s'ils n'ont pas fait un animatronique. C'est-à-dire que les effets spéciaux numériques sont tellement bien faits qu'on se demande si c'est pas un animatronique. Non, c'est pas un animatronique, c'est des effets spéciaux numériques. Donc ça, c'est des effets spéciaux bien faits. Ce que vous voyez dans Jurassic World Dominion, c'est dégueulasse. Enfin, dans Jurassic World en général, c'est dégueulasse. Et on me dit, ouais, mais vous voyez, c'est vachement joli, les images sont vachement jolies. C'est notamment Durandal, par exemple, qui a défendu le film en disant qu'il était très joli. Non. Regardez, encore une fois, Marvel vous a habitué à la médiocrité, j'ai envie de dire. Les films de super-héros vous ont peut-être bercé de médiocrité, mais je suis désolé, c'est pareil, il y a 3 plans inspirés dans Jurassic World 2. Jurassic World 2, c'est un film débile et pas spécialement joli. Il a 2-3 plans qui vont faire te tirer une petite émotion, une petite larmichette, qui sont un petit peu inspirés. Regardez Godzilla King of the Monsters. Godzilla roi des monstres. Je suis désolé, c'est un film débile, mais vous faites un arrêt sur image toutes les 15 secondes, vous aurez un poster. Un autre film débile qui a plus de 10 ans, Matrix 2, donc Matrix Reloaded. C'est pareil, c'est un film qui est pas spécialement intelligent, c'est du concentré d'action pur et dur. Mais n'empêche que si vous faites un arrêt sur image tous les 15 secondes, pareil, vous l'agrandissez et vous faites un poster. Ça, ce sont des films jolis. Ça, ce sont des beaux films. Jurassic World n'a rien fourni de ça et va falloir faire la paix avec cette idée que la saga Jurassic World, elle est juste mauvaise. Point. et voilà. Et le premier trailer ne m'avait pas donné envie du tout d'aller le voir, m'avait même dissuadé d'aller le voir et je pense que je n'irai pas le voir. Je vais peut-être me raviser, je vais certainement me raviser, mais bref. Maintenant, j'ai envie de regarder des trucs à base de dinosaures intelligents. Pas les dinosaures intelligents, les trucs. Les trucs à base de dinosaures sont intelligents. J'ai envie de regarder des choses intelligentes et bien faites. Et donc, il paraît que Prehistoric Planet, que vous avez à l'écran depuis le début, là, il paraît que Prehistoric Planet, une nouvelle série documentaire Apple TV, en collaboration, je crois, avec la BBC, mais je suis pas sûr. Donc, cette nouvelle série, il paraît qu'elle est vachement bien. En tout cas, sur Twitter, il y a eu un déferlement de bonheur
à la vision de ce trailer de Prehistoric Planet. Alors la série commencera le 23 mai, c'est ce qui est écrit ici, sur Apple TV. Je fais pas de pub pour Apple TV, j'aimerais bien qu'ils me donnent des sous, mais c'est pas le cas. Donc c'est juste voilà, j'ai vu l'engouement pour cette série cette série documentaire du coup sur Twitter, et je me suis dit bah allez, on va essayer de se préserver, voilà, et on va faire un petit trailer réaction et on va faire une analyse. Du moins si le trailer en vaut la peine, on va faire d'une une réaction et de deux une analyse image par image pour essayer de voir un petit peu quelles sont les qualités de ce trailer. Et comme j'ai dit, je me suis totalement préservé. Donc je vais le découvrir, j'espère en même temps que vous, sinon vous l'avez déjà vu et vous savez déjà quoi en penser, mais je vais le découvrir quand je le regarde. Donc, et puis cette vidéo va certainement se faire striker, mais bon tant pis, hein, je veux dire. Ah, c'est commenté par David Attenborough déjà. Apple TV+. David Attenborough, c'est quand même une sommité dans le documentaire. Ce qui confirme d'ailleurs que c'est avec la BBC. Là, regardez ce plan, les effets spéciaux sont cool, effectivement. Là, waouh. Oh, c'est audacieux, ça. Cinq documentaires, 5 épisodes apparemment. Deinokerus, pas mal. Ah ouais, là, il y a des choses. Je vois des choses pas mal là. Non mais regardez la qualité des effets spéciaux et dites-moi encore que Jurassic World Dominion vaut la peine d'être vu. Ah ça c'est cool ça. Les bibules. Les bibules. Ah puis il n'y aura pas que des dinosaures apparemment. Oh. Ça on va en parler ça. Ça on va en reparler là. La Bélisor qui montre ses petits bras là. Oh, regardez. Regardez les petits raptors bleus là qu'on vient de voir là. C'est pareil, Blue là, elle peut aller se rhabiller là. Bah évidemment. Un tyrannosaure qui grogne, ça c'est l'indispensable. Bon bah clairement là, il y a de la hype. Until now, eh oui. Non, pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai vu Jon Favreau là. Hein. J'ai vu Jon Favreau, non? Mais oui, tout à fait. Produit par Jon Favreau, c'est ce qu'il y avait décrit. Ah non, là, il y a du bon là. Hein. Là, il y a de quoi. Bah voyez là, vous avez vu les effets spéciaux. Dites-moi la dernière fois que vous avez vu des effets spéciaux d'aussi bonne qualité, quoi. Enfin, tous n'étaient pas. C'était assez inégal quand même. Il y a des endroits où c'était pas beau hein, quand même. Mais là, regardez ce plan là. Regardez ça là. Ça c'est beau là. Le Vélociraptor là. Regardez. Enfin, je sais pas si c'est un Vélociraptor, mais ce Raptor là. Regardez là. Regardez la qualité de ces effets. Regardez la qualité de ça. Osez encore me dire que Jurassic World Dominion vaut la peine d'être encore comment on dit, d'être encore à la valeur, enfin évalué à la valeur qu'on lui donne là. Non, bah là on va se faire une petite analyse image par image. Alors globalement, voilà, si vous voulez mon avis général pour pouvoir retourner faire quelque chose de plus intéressant ailleurs. Globalement, la hype est totalement là. Hein, globalement, là, je suis hypé de ouf. Le 23 mai, je pense que je vais chercher à aller voir ce truc-là. Donc, bon, là, Prehistoric Planet, on va laisser là les 3 premières secondes qui servent à rien. Hop, un petit passage noir. Donc, décor réel. Ici, on découvre une empreinte de dinosaure, donc très reconnaissable. C'est important hein, de commencer par une vraie image reconnaissable. Prendre une empreinte de dinosaure comme ça pour commencer ce genre de trailer, j'ai envie de dire. C'est important parce que l'empreinte de pas, c'est le fossile vivant. C'est comme j'arrête pas de le dire, les empreintes, ce sont les seuls fossiles qui ont été faits par des animaux de leur vivant. Un squelette, c'est un animal mort. L'empreinte de pas de dinosaure, c'est un animal vivant. Donc la symbolique, déjà, à 10 secondes du documentaire,
le documentaire est déjà en train de vous faire une symbolique de ouf. C'est beau putain. C'est la symbolique de l'empreinte de pas du fossile fait par un animal vivant. Et là, on vous montre l'empreinte qui vient d'être fraîchement imprimée dans le sable. C'est des gens qui ont tout compris. Vous voyez ? Ça a été fait avec... ça, je suis sûr qu'il y a des... ils le disent pas, mais je suis sûr que ça a été fait en collaboration avec des tas de paléontologues. C'est des gens qui ont compris. Alors, apparemment, j'ai aussi pas remarqué qu'apparemment, justement, ils n'ont pas mis de paléontologue en évidence pendant ce trailer. Il est possible que ce soit un documentaire docu-fiction à la Walking with Dinosaurs, donc un docu-fiction à la Sur la Terre des dinosaures du coup, donc c'est-à-dire un docu-fiction qui n'aura pas on vous montrera pas en fait les preuves des comportements qu'on vous montre, et on va voir plus tard qu'il y a des comportements quand même qui sont un peu qui sont un peu osés là, qui sont montrés, qui sont un petit peu osés. Donc on vous montrera pas les preuves. Donc là on est sur un docu-fiction, vous connaissez mon amour pour les docu-fictions. Mais néanmoins, j'ai quand même la hype. J'irai le voir. Et parce que, justement, on a un truc comme ça. Voilà, ce genre de plan là où on me montre cette empreinte, là, ça me montre que quand même, il y a eu des professionnels derrière qui ont envoyé, qui ont dit ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc je pense que c'est un docu-fiction qui va quand même me plaire. Et je ne demande que ça. Je ne demande que ça, de voir des docu-fictions qui arrivent à me convaincre. Allez, on continue. Donc le plan suivant, c'est... Ah ouais, alors, je disais, les effets spéciaux sont quand même un peu inégaux. Là, clairement, c'est dégueulasse. Là, ce moment-là, je vais couper le son parce que c'était un peu fort le son, mais regardez, là, cette façon qu'ont les plésiosaures de sortir leur coup de l'eau, là, par contre, ces effets spéciaux-là sont pas terribles. Mais là, par contre, regardez, là ça, je pense même que ça ressemble à un animatronique. Bon, ça, c'est du CGI. On vous montre donc un ptérosaure. On va essayer de vous montrer un peu comment ces bêtes-là arrivaient. Ouais, non, le trailer va pas aussi loin que nous montrer comment ça décolle, ces animaux-là. Mais ouais, ce serait bien qu'ils s'arrêtent un peu sur la physique de comment ces animaux volaient. Regardez la beauté de cette... Là, c'est pareil, on voit que c'est de l'image de synthèse, rien qu'à la façon, c'est trop souple en fait, la façon dont la patte bouge. C'est trop souple, donc c'est forcément de l'image de synthèse, mais regardez la finesse du détail, chaque écaille, la texture, le truc. Jamais tu vois ça dans Jurassic World. Enfin si, tu le vois peut-être, mais c'est fait à l'arrache. Regardez la gestion des ombres, le truc, c'est beau. C'est beau. Les plumes, chaque barbule, là, c'est modélisé, ça c'est beau, ça. Regardez-moi ça. Bon, donc on a ce raptor avec des plumes, hein. Au moins on n'a pas à les engueuler pour qu'ils nous fassent des raptors à plumes. Donc qui est probablement, vu le décor, c'est un décor de désert, donc je suppose que c'est Gobi, donc je suppose que c'est Vélociraptor. Comme j'ai dit, hein, j'ai essayé de me préserver à fond pour ne rien savoir de ce qu'il y a dans ce trailer. J'ai essayé de pas me spoiler du tout, donc je ne sais pas quel dinosaure ils mettent dedans, hein. Mais là, regardez, la position de la main, c'est une position de main oiseau, donc très juste du point de vue biologique. Regardez la disposition des plumes, regardez même les plumes, les sourcils, regardez ça, c'est... Et puis, donc, ils ont, on va dire, perpétué la grande tradition de mettre des lèvres au Vélociraptor, tradition qui a été instaurée, j'ai envie de dire, par Jurassic Park. Vous pouvez, Jurassic Park premier du nom, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les lèvres de dinosaures si vous voulez en savoir plus, mais là, pour le coup, ils ont mis des lèvres sur leur Vélociraptor. Le choix des yeux, c'est pareil, c'est intéressant. Donc là, ils ont choisi une pupille ronde, donc ils laissent tomber... ils n'ont pas choisi de mettre une espèce de pupille de serpent au Vélociraptor, c'est vrai que ça leur donne généralement un air un peu plus méchant. Le choix des yeux, c'est toujours un choix intéressant parce que c'est un truc dont on ne saura jamais, en fait. On ne saura jamais quelle forme et quelle couleur avaient les yeux. Donc là, l'œil est à pupille ronde, et vous voyez l'iris, ici, est orange. Et ça, l'iris orange, c'est ce qu'on retrouve chez certains oiseaux de proie, notamment ceux qui chassent au crépuscule. Donc c'est pareil, ça c'est un choix pour le faire ressembler à un oiseau de proie. Alors après, est-ce que ça veut... Là, apparemment, il n'est pas du tout en train de chasser au crépuscule, mais c'est en tout cas le choix de cette forme d'œil, elle est clairement là pour faire écho aux oiseaux de proie. Les couleurs
Bon, bah si c'est un Vélociraptor mongoliensis, on est libre de choisir la couleur qu'on veut puisque on n'a pas de plume de Vélociraptor mongoliensis. Personnellement, sur un raptor en général, sur un droméosauridé, je serais plutôt allé sur des plumes noires, tout simplement parce que bah, pour l'instant, les droméosauridés qu'on a, ou même tous les dinosaures à plumes qu'on a trouvés, avaient un plumage plutôt noir. En tout cas, d'après les mélanosomes qui sont préservés à l'intérieur, parce qu'on a quand même des petites cellules qui contiennent la mélanine, qui sont préservées à l'intérieur, et en fonction de leur forme, on arrive à déterminer de quelle couleur étaient les plumes. Et jusqu'à présent, tous ceux qu'on a trouvés avaient un plumage plutôt noir, plutôt foncé. Donc là, le choix des plumes claires est plutôt osé. Mais j'ai envie de dire, vous voyez, ça fait des belles images et ça se fond bien dans le décor. Donc on part plutôt sur une hypothèse de camouflage, ce qui n'est pas vilain comme hypothèse. Alors on continue. Ah Alors ça a l'air d'être un tyrannosaure, voire même un tyrannosauridé. Et là, on le voit nager avec ses petits... Ça, voilà, mais ça, c'est une originalité, ça, c'est couillu, t'as jamais vu ça de ta vie, t'es un tyrannosaure nager. Alors, c'est un truc que la BBC aime bien, puisqu'on voyait déjà un dinosaure théropode nager sur la Terre des dinosaures. C'est un truc que la BBC aime bien montrer, hein, la BBC a déjà montré, mais alors là, un tyrannosaure qui nage, c'est couillu. Voilà, ça c'est beau, ça c'est intéressant, ça c'est osé, et en plus, les effets spéciaux, encore une fois, sont bien faits. Donc là, on a plein de trucs, là, on a plein d'hypothèses biologiques qui sont avancées. D'une, la nage. Bon, alors, les dinosaures théropodes qui nagent, c'est pas nouveau. On a des preuves fossiles de dinosaures qui nagent. Les empreintes de pas, justement. On a des empreintes de pas de griffes, en fait, qui ont effleuré le sable pendant la nage. Donc ça a été trouvé, démontré, publié. Donc on sait que les dinosaures théropodes pouvaient nager. Tyrannosaurus lui-même, je n'irai pas jusqu'à me prononcer, on n'a pas suffisamment d'empreintes de pas de Tyrannosaurus de toute façon, ou des tyrannosauridés en général pour aller jusque-là, mais on sait que les théropodes pouvaient nager, puisqu'on a ces empreintes de griffes qui touchaient, qui effleuraient le sol pendant la nage, dans des environnements aquatiques. Et on a cet autre comportement qui est donc le soin parental. Pareil, pas encore démontré chez les tyrannosauridés, mais très fortement, hypothèse très fortement défendue, en tout cas. Et tyrannosaure, donc avec des lèvres. Et on voit aussi un polymorphisme ontogénique, donc un polymorphisme ontogénique qui est un gros mot pour dire que les petits ne ressemblent pas aux adultes. Vous voyez que les petits ont une face blanche, alors que les adultes ont un camouflage, ont un camouflage à rayures brunes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pareil, osé hein, comme hypothèse. C'est un peu aussi le problème, justement, là c'est un peu un plan qui résume aussi le problème que j'ai avec les docu-fictions, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi mettre un polymorphisme autogénique? Pourquoi mettre des petits différents des adultes? Il n'y aura personne pour vous expliquer pourquoi ils sont allés là. Alors peut-être que le commentateur David Attenborough nous dira les petits ont un masque blanc parce que ça les rend plus effrayants, parce que ça attire l'attention de la mère pour les nourrir, parce que je sais pas. Pourquoi les petits ont ce masque blanc? C'est une bonne question. Bon alors là ça doit être un Tesselosaurus ou un Hypsilophodon, je sais pas, c'est un petit ornithopode. Pareil, le soin mis dans la disposition des écailles. Donc, qui nous rappelle aussi d'ailleurs que tous les dinosaures n'avaient pas des plumes, certains avaient des écailles, et on a des preuves matérielles, fossiles, qu'ils avaient des écailles. Donc là, pareil, hein, on peut que saluer l'effort de réalisme. Là, oh, joli, joli, joli. Donc là, pareil, une bande de tyrannosauridés qui sont ensemble en train de dormir. Donc ça, c'est... On va certainement nous parler de la vie en groupe des tyrannosauridés, pour laquelle on a, hélas, très peu de preuves. Je crois qu'il n'y a qu'une piste d'empreinte parallèle qui a été trouvée qui suggérerait que deux tyrannosauridés marchaient ensemble à un moment du Mésozoïque, donc c'est pas non plus le festival de la preuve. Je suis pas sûr que ce soit la même espèce de tyrannosauridé d'ailleurs que ce qu'on a vu avant, puisque l'autre avait des rayures et celui-là a plutôt des taches. Donc c'est possible que là on ait plutôt peut-être des dasplétosaures ou allez savoir. Et puis un petit théropode qui marche à côté. Ah bah si c'est le même... Alors en partant du principe que tout à l'heure c'était Vélociraptor et qu'on est toujours dans le désert de Gobis, il est possible que ça ce soit Tarbosaurus du coup.
Mais voilà, comportement social, une fois de plus. Donc là, le même Tarbosaurus, si c'est bien Tarbosaurus, le même Tarbosaurus en train de grogner. Bon, alors on va nous refaire des dinosaures en train de pousser des rugissements, mais ça, j'ai envie de dire, ça c'est devenu tellement mémétique, en fait. On n'arrive pas à s'imaginer de gros animaux comme ça autrement qu'en train de rugir. C'est un peu contre-intuitif parce que bon bah que ce soit les crocodiles ou les oiseaux très basaux comme les autruches, euh, ils font pas beaucoup de bruit ces animaux-là. On pense plutôt à des bruits de gorge, voilà, mais on pense pas vraiment à des grognements. Ceci étant dit, rien ne prouve qu'ils ne pouvaient pas rugir. Bon, c'est une façon. Je veux dire, on peut pas dire qu'il rugissait et on peut pas dire qu'il ne rugissait pas. Faudrait trouver des syrinx fossilisés et ça, pour l'instant, c'est arrivé qu'une seule fois pour Vegavis, qui était déjà un oiseau et qui est même déjà un oiseau proche des canards. Donc on s'attend à ce qu'il faisait coin. Voilà, on s'attendait déjà à ce qu'il fasse coin-coin. J'ai envie de dire. Élément intéressant de cette reconstitution, vous voyez, le plumage très léger, vous voyez, sur le corps, un peu comme un éléphant. Donc on voit déjà l'inspiration de la peau d'éléphant. On a des fragments de peau de Tarbosaurus avec des écailles, donc on sait que la peau était dominée par les écailles. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des plumes en plus des écailles, ou des plumules, là on parlerait même de protoplumes dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des protoplumes très simples, filamenteuses, qui n'étaient pas sur la peau et qui ont été perdues en fait pendant la fossilisation. Ça arrive très souvent que les animaux perdent leurs poils et leurs plumes durant la décomposition et donc avant de fossiliser. Donc c'est pas une erreur fondamentale de mettre, j'ai envie de dire, ces protoplumes qui auraient eu plutôt un rôle sensoriel comme chez les éléphants plutôt qu'un rôle dans la thermorégulation, puisqu'un animal aussi gros de toute façon n'a pas besoin de plumes pour garder la chaleur de son corps. Donc pareil, pas de révolution, j'ai envie de dire pas de choses qui vont me faire bondir de ce point de vue-là. On note aussi, j'ai oublié de noter, mais donc ils n'ont pas mis des lèvres que au Vélociraptor, ils ont aussi mis des lèvres, vous voyez, au Tyrannosauridés. Donc au moins il y a une cohérence, contrairement à la saga Jurassic Park, où les tyrannosaures n'ont pas de lèvres, mais les Vélociraptors en ont. Alors que normalement les Vélociraptors étant plus proches des oiseaux, on s'attendrait plutôt à ce que ce soit eux qui n'aient pas de lèvres. Là, on a des lèvres chez tous les théropodes, hein, que ce soit les raptors ou les tyrannosaures. Donc cohérence, j'ai envie de dire, du point de vue de l'anatomie des lèvres. Donc là, des grandes colonies de ptérosaures sur des falaises. Donc ce qui va suggérer que, évidemment, les ptérosaures nichaient et décollaient les grands ptérosaures asdarchidés, c'est-à-dire les grands ptérosaures du Crétacé, décollaient à partir des falaises. Je constate d'ailleurs depuis le début, c'est surtout de la bestiole du Crétacé qu'on a vu, hein, là, hein, que ce soit Tesselosaurus. Là, on avait Tesselosaurus, on a eu les Tyrannosauridés, c'est du Crétacé. Ça, si c'est Velociraptor mongoliensis, c'est du Crétacé. Donc pour l'instant, et ça c'est les Asdarchidés, hein, les grands ptérosaures avec les crêtes sur la tête comme ça, ce sont les Asdarchidés, donc les grands ptérosaures du Crétacé. Donc on va avoir un focus apparemment sur le Crétacé nord-américain et un petit peu asiatique, qui sont les périodes les plus connues, j'ai envie de dire, du règne des dinosaures. Ce serait bien, moi enfin il y a un truc que j'ai vu un peu plus tard, ce serait bien qu'on ait un peu d'originalité, parce que montrer des tyrannosaures à longueur de temps, c'est... Donc là c'est peut-être un point négatif, je dirais. Là, on en est. Bon, on n'est pas encore à la moitié, hein, il y a encore des choses à explorer après, mais. Et puis bon, ça ne veut pas dire que le documentaire focusera là-dessus. Peut-être qu'il se vend là-dessus, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il fera. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que le documentaire passe un peu moins de temps que la plupart des documentaires sur le Crétacé d'Amérique du Nord. Mais bon, on verra bien. Donc ouais, là, on suggère, ouais, bah voilà, c'est ce que je disais, hein, ça niche sur le bord des falaises et ça décolle sur le bord des falaises. Là, bah voilà, un peu d'originalité avec Deinocheirus. Donc Deinocheirus qui vient aussi du Crétacé de Mongolie, mais au moins c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les documentaires. Il n'y a qu'un seul documentaire, à ma connaissance, qui a mis un Deinocheirus, c'était je sais plus son nom. C'était un documentaire français, je crois, en plus, qui avait mis un Deinocheirus. C'était d'ailleurs le seul bon point que j'avais sur ce documentaire-là, qui était aussi un docu-fiction.
c'était d'avoir mis un Deinocheirus, ce qui rajoutait un peu d'originalité à ce qu'on nous montrait. Donc Deinocheirus qui est représenté comme étant semi-aquatique, avec en train de manger des plantes aquatiques, avec son bec de canard comme on l'a découvert récemment, en 2013 je crois, et sa petite bosse sur le dos. On le recouvre de plumes parce que c'est un ornithomimosaure, et que les ornithomimosaures étant proches des oiseaux avaient des plumes, au moins des filaments plumaires sur le corps. Ceci étant dit, Deinocheirus étant de la taille d'un tarbosaure, il est curieux de recouvrir Deinocheirus de plumes alors qu'on ne recouvre pas Tarbosaure de plumes. Donc là, peut-être... Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu rentré dans la culture de recouvrir Deinocheirus de plumes, simplement pour souligner le fait qu'il est plus proche des oiseaux, mais bon. Quoique, je suis même pas sûr que les ornithomimosaures soient consensuellement admis comme étant plus proches des oiseaux que les tyrannosauridés. Mais en tout cas voilà, on constate qu'ils l'ont recouvert de plumes, de grosses plumes, alors que Deinocheirus c'est quand même un truc balèze, hein. C'est un gros animal, donc on s'attend, il n'a pas besoin de plumes en fait pour garder sa chaleur, et même le fait d'avoir ce gros plumage. Ceci dit, peut-être qu'ils vont préciser que c'est l'hiver. D'ailleurs, les dinosaures n'étaient pas forcément à l'abri d'avoir des mues, c'est-à-dire d'avoir un plumage d'hiver et un plumage d'été, et en hiver ils auraient pu se recouvrir de cette épaisse fourrure, et en été perdre l'épaisse fourrure parce qu'il faisait chaud. Donc ce serait bien, là, au niveau de la narration, ce serait bien qu'il nous explique pourquoi il a des plumes. Encore une fois, le problème des docu-fictions, c'est qu'on nous dira pas pourquoi ils ont fait ce choix de lui mettre des plumes. Du bleu autour du visage, inspiré donc des oiseaux modernes, hein, là ça évoque clairement le casoar, le bec qui a été découvert, comme je le disais, enfin décrit en tout cas en 2013, représenté comme un animal semi-aquatique, parce qu'il est gros, je suppose, on n'a pas forcément de preuve que Deinocheirus était aquatique. Là, on attaque généralement le point le point de contentieux, les sauropodes, hein, puisque les sauropodes, c'est toujours difficile de les représenter. C'est toujours extrêmement difficile de les représenter, tout simplement parce que ils défient en fait les principes de la physique les plus élémentaires. C'est un peu comme les ptérosaures, hein. Les ptérosaures géants, de même que les sauropodes géants, c'est toujours compliqué parce que y a la physique qui rentre en compte et qu'il faut arriver à leur faire avoir des comportements qui sont cohérents avec les lois de la physique et notamment la gravité. Bon, là, on voit un comportement, encore une fois, un comportement qui laisse aucune trace, c'est-à-dire un comportement de parade nuptiale. Donc pareil, un des problèmes des docu-fictions, c'est qu'on nous expliquera pas pourquoi on les voit faire un comportement de parade nuptiale de cette façon. Là, ils l'ont choisi pour le trailer parce que c'est mignon, et rien d'autre. On constate qu'ils sont partis sur, vous voyez, des narines au bout du museau, au lieu de les mettre en haut du museau, parce que évidemment, sur le crâne, en fait, les narines sont en haut du museau, mais du coup, ils sont partis sur cette hypothèse récente qui est de mettre de la viande ici pour que les narines finissent au bout du museau. Alors, à l'époque, on mettait les narines en haut du museau, déjà parce que c'était là que le trou se trouvait, et aussi parce qu'on pensait que les sauropodes vivaient dans l'eau. Sauf que depuis, on a des empreintes de pas qui ont montré que, non, en fait, ils se déplaçaient très bien sur Terre, donc il n'y avait pas de raison de mettre leurs narines là-haut. Et puis, il y a des attaches musculaires ici, au niveau du crâne, qui montrent que, qui suggèrent du moins, que les sauropodes avaient du coup de la viande ici et que leurs narines se situaient au bout de leur museau. Donc là, encore une fois, hypothèse raisonnable, j'ai envie de dire, de placer ces narines au bout du museau. Le corps est écailleux, comme l'indiquent les empreintes de peau, donc ça c'est plutôt cohérent. On n'a toujours pas c'est les sauropodomorphes en général, c'est le seul groupe de dinosaures où on a 0 plume. Voilà, on a des preuves d'empreintes de peau, on a 0 plume chez les sauropodomorphes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'hypothèse des ornithocélidas, donc c'est-à-dire l'hypothèse phylogénétique qui met les théropodes et les ornithischiens ensemble, fonctionne. Du moins qui soutient cette hypothèse. C'est parce que ce sont les seuls groupes qui ont des plumes, alors que les sauropodomorphes, eux, n'en ont pas. Donc là, comportement de parade nuptiale. Après, l'usage des décors réels, toujours, qui a ses limites, hein, j'ai envie de dire. Le problème des décors réels, c'est que vous allez toujours tomber sur des trucs qui n'existaient pas à l'époque des dinosaures, comme de l'herbe. Donc ça peut être emmerdant, des fois. Mais bon, au moins, ça évite d'avoir à modéliser des décors en entier, quoi. Hein. Comme tout à l'heure, filmer le désert de Gobi actuel ou le Montana,
actuelle pour mimer en fait le désert de Gobi, enfin le Gobi à l'époque. Encore des As d'Archidée, avec un plan pareil, hein, là, un plan un peu osé, j'ai envie de dire, où on est sur le bout du museau des As d'Archidée, où on les voit se déplacer à quatre pattes, une démarche qui est plutôt réaliste. Là, regardez-moi ça, ça c'est un poster, ça, c'est pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, là, vous prenez un arrêt sur image, vous l'agrandissez, vous en faites un poster. Voilà, c'est ça qui est beau. Ça, c'est beau, ça. Puis en plus, ça évoque la grande époque, ça évoque la grande époque où on s'imaginait que les dinosaures, ils vivaient au milieu des volcans, on sait pas pourquoi. Ceux qui ont vu Petit Pied savent de quoi je parle. Si vous avez vu le petit dinosaure, vous savez de quoi je parle. Là, les dinosaures qui vivaient à l'époque où il y avait des volcans partout et tu sais pas pourquoi. Donc là, ça évoque la grande époque. Ah, ça me donne envie de voir le truc. Regardez, regardez là, regardez comme il est beau celui-là. Regardez comme il est beau. Alors ça, par contre, les épines sur le dos, là, c'est osé aussi. Hein. Je crois, on a des momies d'adrosaures en entier, je crois pas qu'ils aient des grosses écailles comme ça sur le dos. L'ambéosauriné, donc, avec une crête colorée, évidemment, puisque généralement, quand la nature produit des ornements stupides, enfin, des ornements stupidement développés pour pas grand-chose apparemment, c'est généralement pour la parade nuptiale, donc ils sont colorés. Voilà. Hop, le bébé, certainement un bébé Mayazora, hein, puisque Mayazora, c'est j'ai envie de dire, c'est the comportement parental par excellence, the bébé dinosaure par excellence, donc c'est certainement un Mayazora, ou peut-être que ça appartient au lambéosauriné qu'on vient de voir. Les œufs qui sont des... Alors là, ils se sont pas compliqués la vie, ils ont pris des œufs d'autruche. C'est pas hyper... hyper précis, hyper juste comme choix. Les œufs étaient un peu différents des œufs d'autruche, mais bon, les œufs de Mayazora étaient différents des œufs d'autruche, mais ceci dit, on a des œufs qui sont attribués à des ornithopodes et qui ressemblaient un peu à des œufs d'autruche, qu'on trouve en France notamment. Bon, là, ils sont allés pour la solution de facilité, j'ai envie de dire, et ont pris juste des œufs d'autruche pour la solution de facilité, mais de réalisme aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre des œufs réels que de faire des œufs fake et prendre le risque que ça ressemble à du plastique, quoi. Voilà, ça c'est pareil, des dinosaures dans la neige qui vous envoient du pâté, là vous en avez, et c'est beau, voilà, pareil, ce plan il est beau. Donc une scène de chasse entre des pachyrhinosaures et probablement encore des... Alors c'est certainement l'Amérique du Nord au Crétacé, encore une fois. Donc là, l'Alberta, même l'Alaska, là, à ce niveau-là, ça peut être l'Alaska, où on a une confrontation donc entre un pachyrhinosaure et ça doit être des troodontidés, mais ça peut aussi être des droméosaures plus dérivés, encore plus grands. Peut-être qu'ils sont allés jusqu'à prendre Utahraptor. J'ai pas vraiment l'échelle là sur cette image, mais il est possible que ce soit un Utahraptor vu la taille sur le plan précédent, là, sur ce plan-là. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, enfin ce qu'ils ont voulu mettre comme droméosauridés là, mais on a, ou peut-être c'est des Nonicus, tout simplement. C'est certainement des Nonicus. Donc pareil, bien fourni niveau plume, hein, niveau protoplume qui couvre le corps et qui permettent de garder le corps chaud. On a ces pachyrhinosaures avec donc leur bosse sur le crâne, très classique sur les représentations de pachyrhinosaures, avec ici les espèces de pointes, donc les plumes filamenteuses mais rigides qu'on trouve non pas chez pachyrhinosaures mais chez Psittacosaurus et on les trouve plus près de la queue. D'ailleurs on voit que la queue aussi a des protoplumes épineuses. Alors là, on part sur une hypothèse défensive en fait de ces protoplumes, à savoir que là, elles sont situées juste à l'arrière de la tête pour protéger la zone de la nuque, qui est très sensible du coup aux attaques des droméosaures, et on part sur des plumes rigides aussi sur la queue, donc qui servent un peu comme chez les porcs-épics en fait, hein, qui servent à se défendre, quoi. Donc là, on est sur une hypothèse défensive au niveau de ces plumes. D'ailleurs, vous voyez que, comme chez les porcs-épics, vous voyez une alternance de blanc et de noir. Donc là, on est vraiment complètement sur une mimique, en fait, sur une inspiration porc-épic de cette texture de plume. C'est très mammalo-centré, j'ai envie de dire. Le problème des dinosaures, c'est ça, c'est qu'ils sont proches des oiseaux, mais que les seuls équivalents écologiques qu'on a aujourd'hui sont mammifères, en fait, sont pas oiseaux. Les oiseaux sont extrêmement spécialisés dans leur niche écologique maintenant,
Et du coup, les seuls équivalents écologiques qu'on a aux dinosaures, bah, ce sont pas des homologues, du coup, mais des analogues. C'est-à-dire, ce sont des mammifères et non pas des oiseaux. Voilà. L'œil du pachyrhinosaure, bon là, on l'a pas en gros plan, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris un œil à pupille horizontale, pardon. Et l'œil à pupille horizontale, c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup d'herbivores et que vous avez certainement vu chez les moutons, par exemple. C'est un œil qui permet de voir un vaste plan de l'horizon, donc c'est un œil qui surveille, voilà. C'est un œil qui surveille dans les grandes plaines. Donc pareil, c'est pas un choix anodin. En tout cas, si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment ce que je suis en train de voir, et si c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette série documentaire, c'est pas un choix anodin, et c'est même un choix plutôt intéressant. Pareil, mammalocentré, une fois de plus, mais intéressant, et fonctionnellement, ça veut dire quelque chose, encore une fois. Dommage, une fois de plus, qu'il n'y ait pas quelqu'un pour commenter pourquoi ils ont fait ce choix. C'est limite, c'est docu-fiction, c'est limite plus intéressant de voir le making-of que de voir le documentaire lui-même, en fait. Et on note, mesdames et messieurs, on note. Petit détail, mais qui a une importance colossale. Hop, la fumée. La fumée qui sort quand ils respirent. Donc, ils prennent le parti d'en faire des animaux à sang chaud. Je sais qu'arrivé en 2022, c'est plus aussi osé que ça en a l'air de faire des dinosaures à sang chaud, mais ça a son importance. Donc là, ils partent du principe que les ornithischiens, comme pachyrhinosaures, étaient à sang chaud. On va certainement voir le raptor aussi, enfin ce droméosaure qui va dégager de la fumée pendant le documentaire. Donc là, cette fumée-là, ça veut dire que l'air qui sort des poumons est chaud, est chargé de vapeur. Et ça veut dire que nos animaux sont à sang chaud. Et ça, c'est important aussi. Donc on part sur des dinosaures à sang chaud, là. Complètement. Ah, bah ça, ça c'est certainement le plan le plus osé. Alors pareil, hein, j'attire votre attention sur la finesse des détails, sur la qualité de la modélisation. C'est beau. C'est beau, putain. Même, j'ai l'impression, ils ont mis, on dirait, du lichen autour des yeux, donc ils ont même allé jusque-là. Donc là, la parade nuptiale chez ces sauropodes. Alors, les bouboules. Alors les bouboules, évidemment, on n'a aucune preuve de bouboules hein, chez les sauropodes. Par contre, on sait qu'ils avaient des sacs aériens dans les cervicales, puisque les cervicales ont ces concavités à l'intérieur, tout un tas de cavités à l'intérieur des vertèbres cervicales, donc les vertèbres du cou. On sait qu'elles sont là, donc on sait qu'ils avaient des sacs aériens au niveau des vertèbres cervicales. On a une vague idée de à quoi elles pouvaient servir, ça allégeait le poids du corps, d'une. De deux, ça permettait de faire circuler de l'air frais près de la carotide, ce qui permet de refroidir le sang, ou de le réchauffer en fonction de ce dont on a besoin. Donc ça permet de servir de système de refroidissement chez des animaux qui sont gigantesques et donc susceptibles de surchauffe, hein, puisque quand on est gigantesque, on a du mal à évacuer sa chaleur, donc on a ces sacs aériens. Et donc là, ils font l'hypothèse en plus que ces sacs aériens étaient utilisés pour la parade nuptiale. Ce qui fait un peu écho aux oiseaux. Hein. Les oiseaux, ils ont, vous avez, je sais plus, ça ressemble à une espèce de dinde là qui fait gonfler ses sacs là sur le thorax, qui est très connu. Ça ressemble à un comportement qu'on voit chez les oiseaux. Donc là, bon, c'est spéculatif. On n'a aucune preuve fossile, mais c'est intéressant, c'est osé comme choix. Et une fois de plus, c'est imaginatif. J'ai envie d'en savoir plus. Quand je vois ça, j'ai envie d'en savoir plus. Ça me fait lâcher un petit sourire parce que ça a l'air un peu ridicule, mais les parades nuptiales des oiseaux ont généralement, en tout cas quand elles sont très élaborées, on va dire, elles ont souvent l'air ridicules. Voire même grotesquement dangereuses. Hein. Quand vous voyez les parades nuptiales de certains rapaces qui s'attrapent par les griffes et qui se laissent tomber ensemble, ça a l'air ridiculeusement dangereux. Vous verriez ça dans un documentaire sur des espèces éteintes, vous vous diriez mais c'est complètement con comme comportement, pourquoi ils se feraient tomber, pourquoi ils risqueraient leur vie. Bah oui, mais les parades nuptiales, généralement, vous prenez le parti de risquer votre vie, de vous rendre vulnérable pour montrer que justement vous pouvez vous le permettre. C'est ce qu'on appelle la théorie du handicap. C'est comme les pans. Voilà, les pans ont une très longue queue. Les pans mâles ont une très longue queue, ce qui les rend extrêmement vulnérables. Et le fait qu'ils arrivent à survivre à cet énorme handicap montre que c'est eux qui ont la classe. Voilà. Donc là, les parades nuptiales, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses dans les parades nuptiales qui peuvent paraître ridicules, mais bon, qui existent quand même, mine de rien. Donc là, ça m'étonne, ça m'intrigue,
mais ça me choque pas plus que ça, je trouve ça intéressant. Et une fois de plus, j'attire votre attention sur la position des narines tout au bout du nez. Et la présence de lèvres. Donc là, là, par contre, j'allais dire, ouais, la confrontation entre des grands mâles, donc mâles qu'on reconnaît par leur couleur vive, hein, qu'on pourra, je suis sûr, distinguer des femelles qui, elles, n'ont pas les couleurs vives. Là, ceux-là, par exemple, ça doit être des femelles qui sont plus petites et n'ont pas de couleur vive. Alors, confrontation entre mâles, là, ça manque d'une échelle, mais on est visiblement sur des trucs proches des brachiosauridés, vu la forme du crâne. Vu la longueur des jambes, enfin vu la longueur des pattes avant par rapport aux pattes arrière, on est sur des proches des brachiosauridés, voire du brachiosaure, peut-être du camarasaure éventuellement, je sais pas. Encore une fois, hein, les paléontologues ils savent reconnaître les os, pas les. La forme du crâne, ouais, ça fait plus camarasaure, j'ai l'impression. Bon, bref. Et donc là, par contre, ouais, ça manque d'une échelle. Là, un être humain, il est pas plus haut que la jambe. Hein. Et du coup, ouais, se tenir sur les pattes arrière, hein, c'est enfin, comme j'ai dit, là, on est borderline au niveau de la physique, de la biophysique du possible. Hein. Donc, se tenir sur les pattes arrière, c'est une chose. Se battre par-dessus ça, ça en est une autre. Faut bien s'imaginer, en fait, que la taille, chez les animaux, c'est un élément biologique crucial. Plus vous êtes grand, plus vous êtes proportionnellement à votre taille, hein, je dis bien, plus vous êtes proportionnellement à votre taille, fragile et faible. Donc vous perdez en force et vous perdez en solidité, en robustesse par rapport à votre taille. C'est pour ça qu'une fourmi, vous pouvez la lâcher de 5 mètres de haut, elle tombera au sol comme une fleur et se remettra à charrier des trucs qui font 8 fois son poids sans aucun problème. Alors qu'un éléphant, vous le faites tomber de la moitié de sa taille, même pas, vous le faites tomber de 20 cm, il se pète deux jambes. Parce que plus on est gros, plus on est faible, proportionnellement à notre taille. Autant en résistance qu'en force physique. Et donc là, voir deux titans comme ça se battre, on n'est même plus sur du physiquement improbable. Là, on est sur du... ça devient, là, c'est grotesque. Je pense que là, on peut dire c'est assez grotesque comme comportement. Un dinosaure de cette taille-là qui fait ça, là, les deux jambes se pètent, les vertèbres se pètent, tout explose, quoi. Tout explose. Il y a trop de contraintes qui s'appliquent là sur le corps, je pense. Donc, encore une fois, je regrette. Si c'est vraiment un docu-fiction qu'on va regarder, et je pense que ce sera un docu-fiction, je regrette un peu là qu'on n'ait pas le droit à quelques commentaires d'un paléontologue qui nous dit ouais bon, on a ouvert les vannes là. Là, on a complètement ouvert les vannes. C'est-à-dire qu'on va vous présenter un comportement comme ça en vous présentant comme s'il était plausible, alors qu'il l'est probablement pas du tout. On les voit se mordre aussi, ce qui est pas. Là, j'aurais été plus en accord avec une parade nuptiale de type girafe, vous voyez, où ils se tapent les uns sur les autres avec leurs longs coups. Ils utilisent leur tête pour se battre. Et même là, j'aurais dit, le risque de dommage au cerveau est important. Ceci dit, le cerveau chez ces animaux-là n'était pas spécialement important. Donc ça compense pour le risque de dommage. Mais ils avaient ces sacs aériens qui auraient pu amortir les chocs, vous voyez. Par exemple, on aurait pu partir sur ça, vous voyez. Bon, bref. Donc là, j'y crois pas trop. Là, pour le coup, je pense que ils sont allés un peu trop loin, mais bon, je pense pas que c'est un comportement réaliste. Et c'est un comportement qui aurait laissé des traces fossiles, ça pour le coup, parce que comme j'ai dit, il y aurait eu des dommages cataclysmiques sur le squelette. On aurait dû voir ça sur le registre fossile, Or, je crois pas qu'on ait jamais vu de dommages qui soient sur le squelette des sauropodes qui soient cohérents avec ce genre de comportement, quoi. On a des dommages sur le squelette de certains sauropodes, je crois que c'est chez Apatosaurus, qui sont cohérents avec un mâle qui serait monté sur une femelle et qui lui aurait pété le bassin, du coup. Ça, on le voit, par exemple. Mais ça, là, ce genre de comportement, ça me semble un peu trop spéculatif, voire même complètement fantasmé. Mais, encore une fois, c'est osé. Bon, bah là, des plésiosaures qui vous suggèrent quand même que du coup, on aura le droit à autre chose que des dinosaures, ça c'est bien. Du petit avec de l'adulte. Là, encore une fois, du petit avec de l'adulte, on a vraiment envie de pousser l'idée du soin parental. Peut-être un peu trop. Là, vraiment, du petit avec de l'adulte chez les plésiosaures, on n'a jamais vu ça. On n'a pas de preuve de soins parentaux chez les plésiosaures, donc je vois pas... Enfin...
On a peut-être envie de trop mammaliser ou de trop avianiser nos reptiles du Mésozoïque, là. Hein. Faudrait peut-être, comme je disais, faut représenter aussi de la diversité, hein, de comportements, notamment. C'est la renaissance des dinosaures, là, depuis les années 70, elle rend les dinosaures plus souples, plus agiles, plus intelligents, leur donne plus de comportements complexes, etc., etc. Mais enfin, faut pas oublier qu'il y a des animaux qui ont aussi des comportements basiques, hein. Donc là, on voit encore du soin parental, ça donne presque à penser que le soin parental était généralisé. Donc peut-être que c'est juste que le bébé vient de naître et qu'il est en train de remonter avec sa mère après un accouchement long et pénible, puisqu'on sait que certains plésiosaures donnaient naissance directement, étaient ovovivipares. Mais bon, je sais pas trop quoi en penser, là, j'avoue. Là, des petits qui se baladent tous ensemble, des petits dipsilophodons. Alors là, pour le coup, vous voyez, on a l'opposé de ce que je disais tout à l'heure. Là, on a l'impression que c'est des adultes en miniature, hein. Pour le coup, là, il n'y a pas trop d'allométrie chez ces bébés. Encore une parade nuptiale. Ouais, ça manque. Une fois de plus, hein, chez les tyrannosauridés, là, pour le coup, on a des preuves assez flagrantes chez les tyrannosauridés qu'ils se bouffaient la gueule pour communiquer entre eux, hein, je veux dire littéralement, là ils se mordaient la face, on a des centaines, ouais, peut-être pas des centaines, mais des dizaines de crânes de tyrannosauridés qui montrent qu'ils se bouffaient la face, c'était comme ça qu'ils communiquaient entre eux, et puis c'est bien pour ça qu'ils ont une gueule aussi gigantesque, hein, c'est pas que pour la chasse, parce que c'était apparemment leur moyen de communication, de se bouffer la gueule entre eux. Et là, au lieu de nous montrer des tyrannosaures qui ont des cicatrices sur le visage, on nous montre un tyrannosaure qui vient de se battre avec un de ses congénères, donc c'est certainement le mâle qui vient de se battre avec un de ses congénères pour conquérir la femelle qui se trouve ici. Il est plus probable que du coup les tyrannosaures essayaient de se bouffer la face, quoi. Ça manque de cicatrices sur le visage, regardez là, vous voyez, là c'est immaculé, alors qu'on sait que les tyrannosaures se bouffaient la tronche. D'ailleurs leur face est tellement leur moyen de communication, vous voyez ces petites cornes qu'ils ont notamment sur le nasal là, ces petites cornes-là, c'est pas rien, hein, c'est leur moyen de communication. Donc là, pareil, on regrettera peut-être que ceux qui ont fait ces modèles les ont pas fait en plus de couleurs vives, pas forcément rouge, mais plus de couleurs vives. Une fois de plus, j'attire votre attention sur le souci du détail au niveau des écailles. Vous voyez que là en plus, on avait des reconstructions très précises du pattern des écailles chez les tyrannosauridés. Vous voyez ici, là, les écailles de la lèvre ici sont pas les mêmes que les écailles qui s'éloignent de la lèvre, qui sont pas les mêmes que les écailles ici. Et vous voyez de manière générale que ces CGI, ils sont magnifiques. Hein, ils sont absolument magnifiques. J'espère me tromper en disant que c'était celui-là le mâle et celui-là la femelle, puisque là on a une femelle qui est plus petite que le mâle, alors que chez Tyrannosaurus, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'inverse. C'est les femelles qui sont plus grosses que les mâles. Donc j'espère qu'ils vont pas tomber, qu'ils vont pas faire l'erreur de faire de celui-là. J'espère d'ailleurs qu'ils auront les balls de nous faire un combat de femelles pour conquérir un mâle. Vu que c'est les mâles qui sont plus grosses que vu que c'est les femelles qui sont plus grosses que les mâles chez les tyrannosaures, j'espère qu'ils auront le courage de nous montrer un combat de femelles pour conquérir un mâle. Ce serait vraiment super cool. Pour une fois, ça changerait justement de la classique parade nuptiale de mâles, etc. On note encore le petit duvet sensoriel, hein, très joli, qui chez les tyrannosauridés, on l'a pas, on l'a chez les tyrannosauroïdes, cette présence de plumes filamenteuses. Donc encore une fois, est-ce que les tyrannosauridés en avaient, mais que ça n'a pas été préservé pour cause de taphonomie? Point d'interrogation, c'est une liberté, je pense qu'ils ont le droit de prendre. Le design des tyrannosauridés est pas très imaginatif, hein, vous voyez qu'on est resté sur des niveaux de brun assez classiques, hein, pas de, comme je disais, hein, pas de couleur flagrante. Hop, un plésiosaure qui chope des poissons en plein vol, bon, pas méchant. Un petit Carnotaure, voilà, qui est devenu une star depuis Disney. Pareil, le fond de l'œil jaunâtre, qui signifie qu'il est plus, chasseur diurne, du coup. Hein, plus c'est rougeâtre et plus on est nocturne, et plus c'est jaunâtre et plus c'est diurne. Les rangées de plaques sur le dos qui ont été décrites récemment, donc le pattern des écailles de Carnotaure qui est très bien rendu ici et qui est très fidèle au fossile qui a été découvert et qui a été décrit par Christophe Hendricks il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc là, très très belle représentation de Carnotaure. Des cornes bien développées par-dessus les bosses osseuses qu'il a.
C'est cette région ici qui est bien couverte d'écailles et de kératine, de grosses écailles et de kératine, comme indiqué par ce qu'on voit sur le crâne, hein. On a des vaisseaux sanguins qui vont irriguer une importante région très kératinisée. Ici, on suggère une vision très binoculaire qui, à mon avis, est un peu exagérée pour un Carnotaure, mais bon. En tout cas, c'est pas mal. Ah ouais, ça, c'est le deuxième truc pour lequel je suis pas d'accord. Donc, cette manie qu'ont les gens, de manière générale, de vouloir trouver des fonctions à des trucs qui n'en avaient pas forcément. Chapitre 1, les petits bras chez les dinosaures théropodes. Donc voilà, on veut toujours essayer de trouver des fonctions à des trucs, à des organes qui étaient à l'évidence atrophiés et peu fonctionnels. Pourquoi que le tyrannosaure il avait des petits bras? À quoi ça lui servait ces petits bras? Et donc ça s'applique aussi aux abélisauridés, puisque les abélisauridés sont connus aussi pour avoir des tout petits bras, encore plus petits que le tyrannosaure, puisque encore plus atrophiés du moins que les tyrannosauridés, puisque chez les abélisauridés, il n'y a même plus d'articulation du coude. Donc le coude n'est plus flexible, c'est ce qu'on voit bien là d'ailleurs sur cette image, là il n'y a plus de flexibilité au niveau du coude, il y a juste une flexibilité, et du poignet d'ailleurs, il n'y a plus qu'une flexibilité au niveau des épaules. Et donc à quoi que ça servait ces trucs-là? Et au lieu de juste faire la paix avec l'idée que ça servait à rien, eh ben on va leur trouver des fonctions. Et là on leur trouve une fonction dans la parade nuptiale, du coup on va les colorer en bleu, et puis on va leur trouver une fonction dans la parade nuptiale. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est une image qui a fait le tour de l'internet hein, quand le truc est sorti. Tout le monde a dit waouh, quelle idée géniale. Non, moi je suis pas d'accord du tout. Hein. Les organes sexuels secondaires sont généralement des choses qui sont, comment dire, ce sont généralement des choses qui sont grandes, qui sont là pour montrer qu'on est le meilleur. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir des organes sexuels secondaires en voie d'atrophie. Vous voyez, dans les directions évolutives prises, il y a des grandes tendances. Je veux dire, on ne peut pas parler de directionnalité non plus dans l'évolution, mais il y a des grandes tendances qu'on peut tirer. Et avoir des bras qui ont tendance à devenir de plus en plus petits et qui sont utilisés pour la parade nuptiale, mais quel intérêt? Si c'est pour les montrer comme ça, vous voyez? Si c'est pour dire, hey, regarde comme mon bras il est petit, je suis super sexy, mais là, regarde comme j'arrive à écarter les mains, là, je t'aime grand comme ça. C'est exactement ça. Et puis il y a la femelle qui est en train de se dire, bah c'est pas beaucoup, hein. c'est non là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord. Visiblement, vous voyez encore un problème sur les comportements sexuels. Ils sont allés un peu en cacahuète, j'ai l'impression. Hein. Ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient et un peu n'importe comment. Et là je suis pas d'accord. Il n'y a pas de raison évolutive pour qu'un caractère sexuel secondaire comme ça aille dans la direction de l'atrophie. Au contraire. Et c'est juste poussé par la volonté qu'ont les gens de vouloir trouver des fonctions à des trucs qui n'en avaient évidemment pas. Parce que, surtout chez Carnotaure, c'est d'autant plus dommageable chez Carnotaure qu'il y a un caractère sexuel secondaire présumé beaucoup plus évident. La corne, enfin les cornes qu'ils ont sur le nez, les cornes et cette espèce de patch de kératine sur le nez, ça pue le caractère sexuel secondaire. Ça pue la confrontation entre mâles ou entre femelles, je veux dire, pour conquérir des territoires, vaincre ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes, quoi. Ça sent ces cornes là, ça sent le caractère sexuel secondaire. Donc même si on n'a pas suffisamment de fossiles de Carnotaure pour dire s'il y avait un dimorphisme, là pour le coup. C'est ça que j'aurais voulu voir en caractère sexuel secondaire et pas les petits bras, quoi. Non, là, j'y crois pas. Là, honnêtement, 2 sur 20. Là, j'y mets 2 sur 20 en crédibilité. Des combats, évidemment, puisqu'on est dans un documentaire, mais il faut quand même essayer de vendre le truc. Des combats entre mosasaures, visiblement. Donc, encore une fois, on va voir certainement des confrontations à but sexuel, mais des combats entre mosasaures, on a des preuves de ça, on a des dents de mosasaures plantées dans d'autres mosasaures, donc ça c'est pas choquant, on a trouvé des fossiles qui vont dans ce sens-là. Retour de nos vélociraptors dans leur désert, avec leurs belles plumes, un petit truc qui ressemble à un hypsilophodon, en tout cas c'est un tout petit ornithischien, et on voit donc c'est une grenouille ça, hein.
J'ai l'impression qu'on... Enfin, c'est pas une grenouille, mais là, j'ai l'impression qu'on a le droit à un temnospondyle, donc un amphibien. Donc c'est bien, on va avoir un peu plus que juste des dinosaures. Ça, je suis pour qu'on ait un peu plus que juste des dinosaures. Donc les temnospondyles, ouais, définitivement. Non, c'est des belzébuchaux à tous les coups, ça. Là, ils lui ont fait tirer la langue comme une grenouille, là, donc ça ressemble plus à une aspiration crapaud-grenouille qu'à un temnospondyle. Ouais, on regarde le corps est un peu plus massif. Non, c'est probablement. Ceci dit, Belzébuchot a des grosses cornes. Bon, c'est une grenouille, quoi. C'est une grosse grenouille. Bouffeuse de dinosaures. Voilà. On va dire que c'est ça. Je ne sais pas exactement laquelle. Une fois de plus, hein, le souci du détail sur cette face de dinosaure à plumes, magnifique. Je veux dire, tout est là, quoi. Tout est là, c'est beau, c'est bien fait. Regardez les reflets dans les yeux. Tout est magnifiquement modélisé. Il y a pas à tortiller du cul. Ça, c'est beau, voilà. Et puis, si on retourne un petit peu en arrière, on voit que c'est du feu en fait qui brille dans son œil. Hein. C'est pas n'importe quoi là qui brille dans son œil, c'est du feu. Donc là, c'est probablement l'extinction des dinosaures, vous voyez, dans l'œil du dinosaure lui-même. C'est pas mal comme visuel. Encore une fois, c'est très inspiré là. C'est très très beau là ce qu'on est en train de voir. Blue qui est mis en PLS du coup par ces magnifiques dinosaures bleus, hein, une fois de plus. Alors ça m'a l'air d'être des ornithomimosaures cette fois, pas des... Peut-être des ornitholestes, je sais pas, ou des oviraptors. J'ai pas le temps de voir et là, ça va trop vite pour que j'ai le temps de voir. Ça m'a l'air d'être plus des oviraptors, mais vous voyez là, encore une fois, faire des dinosaures de couleur vive, bleue, ça passe bien quand c'est bien fait. Mais encore une fois, avec des petites plumes sur les bras, hein, d'ailleurs. Bon, bah, Triceratops, avec les bébés qui ont les cornes, du coup, qui pointent vers le haut, contrairement aux adultes qui ont les cornes qui pointent vers le bas. Donc, je sais pas, là, c'est Non, encore pas encore un pachyrhinosaure. Triceratops adulte, donc, qui n'a pas une tête de Taurosaurus. Là, donc, ils sont partis sur l'hypothèse que Taurosaurus n'est pas l'adulte de Triceratops, ce qui est le consensus scientifique maintenant. Alors, regardez comme il est mignon ce petit, regardez ce petit Ceratops, c'est un petit Ceratops et il est tout mignon. Il est trop mignon, donc les pachyrhinosaures qui se battent, un as d'archide avec une bonne tronche d'as d'archidé. Regardez les pattes des dinosaures qui ne sont pas des pattes d'éléphant pour une fois. C'est pas souvent que ça arrive ça, de juste faire des copier-coller de pattes d'éléphant pour faire des pattes de dinosaures. Là, vous voyez, ça a l'air d'être des sauropodes parce que vous voyez, ils ont même pas fait d'ongles sur les pattes avant. Et c'est ce qu'on voit chez les sauropodes, il n'y a plus de phalanges. Enfin, il n'y a plus de phalanges terminales sur les pattes avant de certains sauropodes. Donc là, on a vraiment des pattes qui sont faites à partir du fossile et non pas à partir d'un copier-coller j'ai envie de dire, d'éléphant. Et pareil pour les pattes arrière, là on voit les ongles qui sont déviés vers l'extérieur comme ça, et ça c'est ce qu'on voit aussi sur les empreintes de pas de sauropodes. Et là on a la différence monumentale d'échelle entre les plus petits dinosaures et les plus grands, qui nous rappelle du coup que les dinosaures c'est pas que des géants. Vous voyez ça, ce petit truc là, cette petite daube là qui traverse l'écran. Là, ça va très vite, hein, mais ça vous rappelle qu'il y avait aussi des petits dinosaures et qu'il faut pas les oublier, ces micro-dinosaures là. Et là pour le coup ils l'ont fait noir. Je pense que du coup ça doit être un microraptor celui-là. Il n'est pas impossible que ce soit un microraptor. Ceci dit, est-ce que le microraptor a côtoyé des gros dinosaures comme ça, des gros sauropodes comme ça? Je suis pas complètement sûr. Microraptor. Oh. En tout cas, Bon, après, c'est pareil, les dépôts dans lesquels Microraptor a été préservé ne préservent pas de gros animaux en général. Donc, je ne saurais pas dire. Préserve pas de gros animaux, mais c'est un biais taphonomique. C'est pas parce qu'il n'y en avait pas, quoi. Là, donc, vous voyez, des sauropodes avec le cou en presque cygne. Là, on revient un petit peu, mais ceci dit, il n'est pas vraiment... Là, c'est pas comme le brachiosaure de Berlin, quoi. Hein. Là, ils sont quand même un peu inclinés. Donc bon, si c'est des brachiosauridés, ça passe. Et puis, c'est le tyrannosaure à la fin, évidemment. La scène de combat tyrannosaure-triceratops classique, mais dont on sait qu'elle a eu lieu, puisqu'on a des empreintes de dents de tyrannosaure qu'on a des empreintes préservées de dents de tyrannosaure sur des tricératops. Donc ça, c'est pas un problème de faire un combat triceratops-tyrannosaure.
Ce qui me dérange plus là, c'est le fait qu'ils ont un peu trahi leur propre logique en mettant un tyrannosaure juste pour le grognement en fait. Juste le temps du grognement, du rugissement, le tyrannosaure n'a plus de lèvres. Alors ça c'est intéressant comme c'est intéressant comme choix. Le problème c'est qu'en fait si vous partez du principe qu'ils avaient des lèvres, c'est pas des lèvres de mammifères qu'ils peuvent retrousser. Nous mammifères, on a des muscles autour des lèvres qui nous permettent de retrousser nos lèvres, voilà. Donc de découvrir nos dents si on en a besoin pour devenir menaçants. Les reptiles ne deviennent pas menaçants en montrant leurs dents s'ils ont des lèvres. Le varan de Komodo, par exemple, il ouvre la gueule des fois pour bâiller, par exemple. Vous voyez toujours pas ses dents quand il ouvre la gueule parce qu'il a des lèvres et des grosses gencives qui couvrent tout ça, quoi. Donc c'est soit ils ont des lèvres, soit ils en ont pas, mais vous pouvez pas leur faire retrousser leurs lèvres. Ils ont pas les muscles qu'il faut là où il faut, les tyrannosaures, pour retrousser leurs lèvres. Et puis on voit bien là, au niveau de la modélisation des muscles à l'arrière, on voit bien les énormes muscles là, ptérygoïdes, bien développés, les muscles masséters sur le côté là, donc ils ont pris le parti de ne pas recouvrir les muscles masséters d'écailles, ce qui est cohérent avec certains reptiles qu'on voit aujourd'hui, donc c'est pas choquant. Et voilà, préhistorique, planète. Avec Jon Favreau, les producteurs de Planet Earth, donc qui était un documentaire à succès, qui était déjà animé par David Attenborough. Donc, je suis hypé. Bon, bilan de ce visionnage, c'est quand même plutôt bon, je trouve. C'est les bons points, on va dire, c'est beau, putain, c'est beau. C'est vraiment beau, et comme je disais, par rapport à ce que Jurassic World Dominion a pu nous montrer au niveau de la qualité de ses effets spéciaux, Préhistorique Planet, ça a l'air vachement mieux. Ça a quand même l'air vachement mieux. Avec quelques inégalités quand même au niveau de la qualité de certaines modélisations, mais de manière générale, il n'y a pas photo, quoi. Le souci du détail, il est largement en faveur de Préhistorique Planet. Donc voilà, là... Dans les bons points, il y a vraiment, c'est beau, quelques bonnes idées, des idées osées, des comportements qui sont montrés à l'image, qui sont pas souvent montrés justement pour des animaux préhistoriques, éteints. Donc ouais, j'ai pas fait évidemment l'usage de préhistorique dans le titre. C'est juste parce que ça fait une ça fait une rime en P, quoi. C'est pas une allitération qu'on dit pour les consonnes, mais voilà, quoi, ça fait pépé, quoi, voilà, c'est tout. Préhistorique Planète, c'est catchy. Évidemment, préhistorique, c'est les temps avant l'invention de l'écriture, donc ça recouvre quand même vachement plus que juste l'époque des dinosaures, évidemment. Donc allez, un petit mauvais point sur l'usage du mot préhistorique, mais c'est vraiment juste pour pinailler. Dans les mauvais points, il y a quand même plus le problème le problème classique, on va dire, des docu-fictions, qui vont montrer des comportements qui sont borderline stupides, vous voyez, qui sont à la limite du complètement incohérent, notamment Carnotaur qui utilise ses bras plutôt que ses cornes pour la parade nuptiale, par exemple. Les sauropodes qui vont se dresser sur leurs pattes de derrière et se mettre des droites. Bon, ça c'est le problème classique des docu-fictions. Qui montrent des choses et qui vont être c'est des choses qui vont être acceptées comme des vérités scientifiques, sans aucun commentaire pour nous dire de quand même ça, non. Voilà, donc ça c'est évidemment le point négatif principal à mon avis qu'il va y avoir dans ce documentaire. Mais bon, on attend de voir parce que quand même, ce trailer, il est quand même globalement de très bonne qualité et ça donne à penser que la série elle-même de documentaire va être de très bonne qualité. Donc j'espère le voir à partir du 23 mai et j'espère le voir traduit en français, Planète préhistorique, parce que vraiment, je pense que ça va être le nouveau sur la Terre des dinosaures, quoi. Là, ça promet quand même de donner des documentaires de cette qualité, quoi. Et qui vont inspirer une nouvelle jeunesse, quoi, j'ai envie de dire, qui va montrer au-delà de la saga Jurassic World qu'il y a des vraies belles choses à voir chez les dinosaures et pas seulement des espèces de machines à tuer crétines et stupides et montrer de nouveaux comportements, une vraie diversité de comportements chez ces animaux préhistoriques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!